Nico Nagan et Embauché, qui est prof en écologie et en aménagement forestier à l'Université du Québec et qui nous fait l'honneur aujourd'hui avec, il va donner une petite présentation. Bon, ben merci. Merci à tous pour la belle invitation puis la belle présentation du séminaire. Là. J'ai vu toute la préparation qui s'est faite là, depuis quelques temps. Mais je tiens à vous remercier. Puis ça fait longtemps que j'entends parler de votre organisation, de votre école. Puis je suis très content aujourd'hui de vous présenter un petit peu qu'est-ce que je fais. Moi, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi en écologie et aménagement forestier. Puis auparavant, là, j'ai travaillé justement comme fonctionnaire gouvernemental là, pour le gouvernement du Québec, donc comme, si on veut, ingénieur de recherche, si on veut. Puis depuis 2 ans, là, j'ai rejoint le département là, des sciences fondamentales à l'Université du Québec et à Chicoutimi. Donc, si vous voulez, là, pour vous situer à 2 heures là, au nord de la ville de Québec, donc l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis aussi, moi, je suis membre aussi du Centre de recherche sur la Boréalie. Je suis co-directeur du Centre de recherche sur la Boréalie, donc qui travaille, c'est un regroupement stratégique de 24 professeurs qui travaillent sur les ressources renouvelables, sur la Boréalie dans son ensemble. Donc, on a des professeurs qui vont travailler au niveau des sciences forestières, donc écologie, foresterie. On a des professeurs également qui vont travailler en chimie verte, bioproduits, donc l'utilisation de la biomasse forestière pour développer différents types de molécules, que ce soit de la cosmétologie, que ce soit différentes molécules anticancéreuses. Donc, on est quand même, on travaille beaucoup dans différents axes. On a aussi des professeurs en gestion de la faune, donc terrestre et aviaire. Donc, on a vraiment une belle représentativité. On a des gens là, qui travaillent aussi sur les écosystèmes aquatiques. On le sait, là, la région où on demeure, là, le Saguenay, le Saint-Laurent, donc il y a beaucoup de travaux là, qui se font au niveau aquatique. Donc, le Centre de recherche sur la Boréalie, c'est un peu le centre là, sur lequel je travaille, puis je suis co-directeur. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui ont des intérêts, je vous montrerai à la fin, là, il y a des opportunités. Donc, c'est un peu ce qu'on fait à notre centre de recherche là, à l'Université du Québec, mais à Chicoutimi. Donc, il y a différentes composantes là, à l'Université du Québec, donc à Montréal, à Chicoutimi. Il y a 6 ou 7 constituantes. Donc, moi, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je vous ferai pas une présentation endormante. Je pense que les gens veulent voir un petit peu le contexte là, du Québec. C'est complètement différent du contexte français au niveau des forêts. Donc, moi, je travaille beaucoup à l'échelle du paysage, donc à l'échelle du grand paysage. On n'est pas vraiment à l'échelle du peuplement. J'ai certains travaux à l'échelle du peuplement, mais mes travaux s'intéressent habituellement là, à l'échelle du paysage. Donc, essayer de comprendre là, la dynamique forestière, en forêt boréale principalement. J'ai des travaux un petit peu là, dans le sud du Québec, mais principalement, là, c'est la grande forêt boréale qu'on voit ici dans la région là, de la province de Québec. Donc, quand on parle du territoire d'étude, donc vous allez le voir, là, c'est vraiment la forêt boréale, la forêt fermée là, d'épinettes noires, souvent, la grande pessière à mousse qu'on appelle. Donc, c'est une forêt qui est caractéristique du nord-est américain. C'est des forêts. L'épinette noire est présent entre Terre-Neuve et jusqu'en Alaska, mais les grandes formations, les grands peuplements monospécifiques qu'on retrouve de cette espèce-là sont vraiment dans l'est du Canada, donc sont vraiment dans la région du Québec. Donc, on a des grandes formations d'épinettes noires, souvent pures ou en association avec le pin gris, puis d'autres espèces, là, mais le sapin, le peuplier, fautrante, puis le bouleau à papier. Donc, mais c'est une forêt qui n'est pas très diversifiée comme celle qu'on retrouve ici, évidemment. Donc, plus monotone, mais qui couvre de grands territoires. Donc, puis il y a différents enjeux au territoire. C'est un grand territoire, premièrement. C'est un territoire, on le voit pas très bien là, ici en salle, là, mais c'est un territoire où on réalise l'aménagement forestier à grande échelle. Donc, on parle de dizaines, de centaines de milliers d'hectares annuellement qui sont aménagés par le biais, là, en grande majorité, là, par des coupes totales qui sont réalisées, donc ce qu'on appelle des coupes avec protection de la régénération des sols. Donc, c'est un territoire qui est aménagé, c'est un territoire qui contient encore les dernières grandes formations de forêts vierges qu'on va retrouver là, en Amérique du Nord. Donc, on exploite dans les positions septentrionales, là, on exploite des forêts vierges dans ces secteurs-là. Donc, vous comprendrez un petit peu toute l'importance de réaliser un aménagement durable des forêts dans ce système-là, puis de bien connaître le fonctionnement de l'écosystème. C'est des systèmes aussi où le feu va agir, peut-être pas autant que ce qu'on a dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain,
Mais on va retrouver là, des feux, dépendamment des années, des périodes où les conditions sont sèches, on peut retrouver de très grands feux qui vont couvrir de très grands territoires. Donc, c'est les 2 grandes perturbations qu'on va retrouver dans ce système-là. Puis aussi, là, de plus en plus, avec les changements climatiques, là, il y a la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui est un insecte ravageur là, qui va s'amener de plus en plus dans les portions septentrionales. Donc, il se concentrait dans le passé dans les portions un petit peu plus méridionales. Puis, avec les changements climatiques, les conditions sont devenues de plus en plus intéressantes pour l'insecte, puis il commence à monter dans les forêts plus nordiques. Donc, c'est une autre perturbation importante là, qui rentre dans le système. On a également, au niveau de la biodiversité dans ce secteur-là, il y a la présence du caribou forestier, donc qui est une espèce parapluie, qui est une espèce clé du système. Puis, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur sa persistance dans les écosystèmes aménagés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux là, présentement dans toute l'Amérique du Nord sur le maintien des populations de caribous forestiers. Donc, pas les caribous que vous voyez là, dans la grande toundra, mais les caribous qui fréquentent les forêts. Puis, les populations sont en déclin très important, associé à un paquet de raisons, mais notamment aussi en lien avec l'aménagement forestier qui va venir amener des routes, la présence de grandes faunes comme le cerf, pas le cerf, mais l'élan, donc ce qu'on appelle l'orignal au Québec, donc puis qui va amener des loups. Donc, les loups vont suivre les routes, vont suivre leur proie principale qu'est l'orignal, puis en même temps, ils vont tomber sur des caribous. Donc, ils ne sont pas vraiment leur proie préférée, c'est l'orignal, mais en passant, s'ils rencontrent un caribou, ben, ils vont le prédater. Donc, ça l'amène présentement là, de gros enjeux au niveau là, de toute la forêt de l'Amérique du Nord, au niveau boréal, mais principalement au Québec, où on a des problématiques de déclin de l'espèce. Il va y avoir un gros plan là, qui va être déposé au mois de juin pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit protéger comme territoire, puis ça se peut qu'il y ait des impacts très importants sur les quantités de bois allouées à l'industrie forestière, puis qu'il va y avoir beaucoup de fermetures d'usines associées au maintien de l'habitat du caribou forestier, parce qu'il y a des grandes zones qui vont être protégées. Ça fait que c'est un petit peu le contexte là, dans ce territoire-là. Puis également, ben, c'est des territoires fréquentés par les Premières Nations, donc ce sont des territoires des Premières Nations, donc c'est un enjeu très important. Présentement, il y a beaucoup de concertations qui sont faites avec les Premières Nations. Donc, les Inuits, les Cris. Donc, les Cris qui sont situés plus dans l'ouest, près de la baie de James. Puis, dans les territoires là, près de ma région, c'est vraiment plus les Inuits qui occupent de grands territoires, donc le Nitassinan, donc les grands territoires qui sont revendiqués par les groupes autochtones. Puis, lorsqu'on réalise l'aménagement forestier, bien, on n'a pas le choix de mettre tout ça ensemble. Donc, l'intégration des Premières Nations, l'intégration du maintien de la biodiversité dans les territoires aménagés, puis réaliser un aménagement durable des forêts qui suit les meilleurs principes d'aménagement durable des forêts, donc qui s'inspire vraiment de la dynamique des forêts naturelles. Donc, notre régime forestier a été modifié il y a quelques années. Moi, j'ai beaucoup participé à ça dans le cadre de mes travaux là, comme fonctionnaire. Donc, après mon doctorat, j'ai eu à décrire le fonctionnement, la structure, la composition des forêts naturelles pour s'en inspirer dans l'aménagement actuel. Donc, c'est vraiment des choses importantes, là, puis on le voit pas très bien ici, là, mais c'est vraiment, on tient compte la structure d'âge des forêts, donc la composition des forêts, l'organisation spatiale des forêts, mais à l'échelle du grand paysage. Donc, comment sont organisées ces plaques de composition structures diverses dans le système, dans le grand paysage. Structure interne des peuplements, on parle souvent de la présence de chicots, la présence de débris ligneux. Donc, tous ces enjeux-là sont intégrés dans ce nouveau régime forestier-là. La quantité de vieilles forêts qu'on va retrouver en fonction des régions, puis qui va être fonction du régime des perturbations naturelles. Donc, on va maintenir, par exemple, plus de vieilles forêts dans les secteurs de l'Est du Québec, où les feux sont beaucoup moins importants. Donc, naturellement, il y a beaucoup plus de forêts qui sont générées dans les forêts de l'Est du Québec, tandis que dans l'Ouest, il y a beaucoup plus de feux, puis naturellement, les vieilles forêts sont moins importantes. Donc, on tient compte vraiment du régime des perturbations naturelles, la dynamique naturelle des forêts dans la mise en œuvre d'un aménagement. Donc, on va se fixer je vais très rapidement, on va se fixer des cibles écologiques, des cibles d'aménagement basées sur la structure, la composition des forêts. Donc, une composante importante. Puis moi, ça introduit quand même pas mal mes travaux là, qui essayent vraiment de mieux comprendre quelles étaient les forêts naturelles, leur fonctionnement, l'influence des différentes perturbations, puis qu'est-ce que ça a amené comme forêt. C'est vraiment
l'essentiel de mes travaux. Je regarde aussi, là, aussi on fait un petit peu de modélisation, là, on essaie de modéliser la croissance à partir du leader. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais, mais ça vient présenter un petit peu là, le contexte de mes études, comment dans le cadre de l'aménagement de la forêt boréale là, du nord-est américain. Donc, mes 4 axes de recherche, c'est beaucoup dynamique des forêts, c'est l'influence des perturbations humaines et naturelles, donc les coupes, les feux, les insectes. Je travaille également sur la modélisation des trajectoires successionnelles des forêts. Donc, comment évolue la composition des forêts suite à différents types de perturbations ou des combinaisons de perturbations. Donc, on va essayer de modéliser la trajectoire successionnelle après perturbation, comme tout le monde. On veut savoir quel sera l'état des forêts, donc la composition, la structure des forêts dans 100 ans, dans 50 ans. C'est une question qu'à peu près tout le monde se pose. On a des travaux là-dessus, je vous le présenterai tout à l'heure. On travaille aussi avec le leader aéroporté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec, puis je pense que vous avez reçu Richard Fournier récemment, là, on a la chance pour tout le territoire du Québec d'avoir une couverture qui est mur à mur du leader aéroporté. Donc, il y a des prises de mesure là, on a de 2 à 4 points par mètre carré de disponibles pour l'ensemble du territoire du Québec. Donc, toute la forêt méridionale aménagée, là, où on a des forêts denses, c'est un grand territoire, je me rappelle plus c'est plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc, on a la chance d'avoir ça pour l'ensemble du territoire. Donc, ça nous permet de mettre en place des modèles de croissance là, assez simples que je vous expliquerai tout à l'heure, puis qui sont très efficaces là, du fait qu'on a cette information-là. Ensuite, on fait également, là, dans mes travaux de recherche, moi, j'ai toujours été un intégrateur de travaux de recherche qui ont été faits par des collègues. Quand j'étais au gouvernement du Québec, j'intégrais beaucoup de travaux faits par mes collègues universitaires. J'en faisais également là, des travaux plus fondamentaux, mais je fais beaucoup d'applications des travaux des autres pour essayer de mieux comprendre la dynamique des forêts, puis son implication sur l'âge des forêts, la composition des forêts. Donc ça, c'est des choses que je vais vous présenter un petit peu tantôt, l'intégration du risque dans les investissements sylvicoles. Pour ceux qui s'intéressent, il y en a peut-être que ça les intéresse. Donc, on va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ça? Donc, c'est mes grands axes de recherche. J'ai beaucoup d'intérêt dans différents domaines, mais c'est les principales choses que je fais, là, que j'ai fait dans les dernières années. Puis pour la plupart, je les poursuis là, maintenant que je suis professeur. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux. Là, ma force a été de vraiment travailler sur des écosystèmes naturels puis de suivre leur évolution dans le temps. Donc, moi, je suis un historical ecology. Je fais beaucoup d'écologie historique. Donc, j'ai travaillé avec des cartes forestières, des archives, début du 20e siècle, début du 19e siècle. Puis, on a reconstitué les forêts à partir de différents proxys. Puis, on a regardé l'évolution, puis quelle était la cause, quels étaient les agents qui avaient amené cette évolution de forêt-là, donc des changements de composition, changements de structure associés aux coupes, associés au feu, associés aux perturbations comme les insectes, donc la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, je fais beaucoup de travaux là-dessus. Donc, j'ai vraiment essayé, là, j'ai essayé d'avoir une connaissance assez générale des différents agents qui déterminent la composition, structure des forêts, puis ça sur le long terme. Fait que ça donne une bonne idée. Ça permet, là, après ça, de mettre un paquet de projets intéressants en branche. Fait que c'est quelques-uns de mes travaux. Là, je vais vous présenter un travail qu'on a fait, puis un petit peu sur l'impact cumulatif des feux et des coupes dans la forêt boréale. Donc, c'est pas toute la forêt boréale du Québec, c'est une grande partie, donc c'est quand même un grand territoire. Puis, on a regardé, souvent les gens se posaient la question, c'est quoi l'impact des coupes sur les changements de structure d'âge? Donc, la structure d'âge, on parle de la proportion de vieilles forêts, jeunes forêts, stade intermédiaire. Qu'est-ce que ça l'a amené au niveau de la raréfaction des vieilles forêts? Puis par rapport aux feux, c'est-tu plus important que les feux? C'est-tu moins important que les feux? Donc, c'est vraiment une analyse descriptive qui a été faite sur les feux, les coupes qui se sont produits depuis 1940. Donc, les feux, c'est important. Au Québec, ça fait peut-être 12 ans qu'il n'y a pas eu de feu, à peu près, de gros feux, de grandes années de feu. Donc, les feux ne sont pas très fréquents, mais lorsque les conditions sont sèches, on est quand même dans l'est de l'Amérique du Nord, il y a beaucoup d'humidité. Quand les conditions sont pas adéquates, il n'y aura pas de feu. Puis là, dans les dernières années, là, on a eu quelques petits feux autour de 5 000 hectares maximum par année, 60 000 hectares, mais c'est pas des grosses années de feu. On peut avoir des années de feu de 400, 500, 1 million d'hectares brûlés
dans une année. Comme en 2013, c'était les dernières grandes années de feu, puis on avait autour de probablement 1 million d'hectares de brûlés. Puis ça ici, là, c'est une carte qui a été faite avec MODIS, donc où on voit les points d'allumage. Ce que vous voyez, là, c'est pas des nuages, c'est vraiment, là, on voit des points rouges, donc les points chauds. Puis ce que vous avez, c'est les panaches de fumée associés à tous les points de feu qui ont été allumés le 6 juillet suite à un orage. Donc les feux sont déclenchés sont déclenchés par l'homme, oui, mais habituellement, ne vont pas créer de grandes superficies brûlées. Ce qu'on va avoir principalement, là, ce qui va générer les grandes superficies brûlées, ce sont les orages, donc la foudre qui va déclarer des incendies à grande échelle. Donc, après le passage d'un orage, le lendemain, on peut observer ça, puis la veille, il n'y avait aucun feu. Donc, les points d'allumage de la foudre là, vont se créer. Donc, ici, là, on est le 6 juillet 2002, puis on voit les feux qui ont démarré. Plus ces feux-là sont démarrés loin des habitations, loin des centres, bien, plus on a de la difficulté à les contrôler. Puis souvent, là, quand les conditions sont réunies, ben l'influence de la suppression des feux est très faible. On doit attendre que les conditions s'améliorent pour pour réussir à éteindre les brasiers. Donc, c'est des phénomènes importants, les feux. Coupes forestières, dans cette section-là, dans cette section de la forêt boréale, les coupes forestières ont commencé là, à grande échelle, industrielles, ont commencé au début du 20e siècle, au milieu du 20e siècle, dans les années 40, jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment des grandes superficies qui sont aménagées dans ces secteurs-là. Puis, ça vaut la peine d'aller visiter ça si vous avez la chance d'aller voir un peu qu'est-ce que c'est. C'est vraiment des grands territoires aménagés. Donc, on a de vastes territoires là, qui sont aménagés, puis c'est principalement toute la coupe totale. Le gouvernement appelle ça la coupe avec protection de la régénération des sols, mais c'est des coupes rares, c'est des coupes. On fait également peut-être un 10 à 15 de coupes partielles, des coupes progressives. On va ramasser autour de 50 du volume de bois à l'intérieur de ces forêts-là. Donc, l'étude, qu'est-ce qu'elle visait? C'est une étude en 2 parties. Donc, on voulait décrire le patron spatio-temporel des coupes et des feux, OK? Puis ensuite, on voulait évaluer la conséquence de ces perturbations-là sur les changements de la structure d'âge des forêts. Donc, pour ce grand territoire-là, on va le voir tout à l'heure. Donc, un très grand territoire. Puis, souvent, on parlait du tapis déroulant des coupes forestières. Parce que les coupes forestières qui se font au Québec partent du sud, puis s'en vont vers le nord. Puis, c'est ce qu'on appelle on déroule le tapis. Donc, les coupes, on part du sud, on s'en va vers le nord. Donc, ce que ça fait, c'est quand le passage du front de coupe, quand le front de coupe est passé, bien, ce qu'on va retrouver derrière le front de coupe, ce sont des jeunes forêts. Donc, ça a beaucoup de conséquences sur la biodiversité, sur la faune. Puis, ça, c'est des questions associées avec l'aménagement écosystémique qu'on met en place au Québec. Donc, comment on organise les peuplements? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue ce patron déroulant-là, donc du sud vers le nord, ou on peut faire peut-être des interventions plus au sud, revenir plus au nord, revenir au sud. Donc, pour respecter un peu le patron naturel des feux. Fait que c'est des choses qu'on se posait. Donc, ça n'avait jamais été décrit, puis j'ai décidé de le décrire. Puis c'était justement avec mon collègue là, Richard Fournier qui a travaillé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé pour les archives de coupe, donc on utilise les archives du gouvernement du Québec qui remontent jusqu'aux années 40. On utilise des photographies aériennes également pour reconstituer toutes les coupes qui se sont produites sur ce grand territoire-là depuis 1940. Donc, on a un inventaire forestier qui est assez pas très âgé par rapport à la France, mais c'est des années 70, on a un inventaire mur à mur des forêts du Québec, puis on est capable de répertorier quand même les perturbations jusqu'au milieu du 20e siècle. Fait qu'on a utilisé ça pour reconstituer les coupes qui ont eu lieu là, en fonction du temps sur le territoire. Puis aussi, là, pour les feux, ben, on avait quand même on a vraiment une bonne catégorisation des feux dans ce secteur-là. On a même des feux là, qu'on est capable de répertorier de manière assez homogène là, sur l'ensemble du territoire, les feux datant du début du 20e siècle sur l'ensemble du Québec. Fait qu'on était chanceux, là, on avait des bonnes conditions. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est un peu la description, la répartition du patron spatio-temporel. Donc, ce que vous avez ici en haut, là, vous avez les coupes qui sont réalisées en fonction du temps. Donc, le temps ici en vert, dans les années 40, puis plus on se dirige dans le rouge, on est dans le récent, donc autour de 2010. Donc, cette étude-là a été faite là, avec les inventaires qu'on avait à ce moment-là, puis ça datait de 2010. Donc, on voit que dans la portion septentrionale, c'est vraiment
les coupes récentes qu'on y retrouve. Puis plus au sud, ben, c'est des coupes plus anciennes, 40, soit les années 40, 50, 60. Donc, on voit là, que le tapis déroulant, on est capable un petit peu de le voir à l'œil comme ça, mais nous, on l'a décrit là, avec ce qu'on a fait, c'est des tranches latitudinales, donc d'un demi-degré, puis on a regardé la proportion du territoire qui était coupé en fonction du temps. Vous allez voir tout à l'heure. Puis on a fait la même chose avec les feux. Donc, en fonction du temps, c'est quoi le patron, la répartition spatio-temporelle des feux de ce territoire-là? On peut voir que c'est pas mal différent. C'est beaucoup plus aléatoire que ce qu'on retrouve. C'est moins contagieux que ce qu'on retrouve pour les coupes. Donc, c'est ce patron-là un peu qu'on a décrit. Puis, comme je vous l'ai dit, là, on va le décrire en fonction, tantôt, vous allez voir, là, il y a des fonctions en fonction de la latitude. Donc, plus on avance vers le nord, donc on a caractérisé chacune de ces tranches de latitude-là. 6 tranches de latitude d'un demi-degré de latitude. Puis, vous allez voir, là, il y a région 2, région 9, puis ensemble de l'aire d'étude dans mes résultats. Donc, c'était seulement parce qu'on voulait mettre en opposition 2 régions forestières, ces 2 districts, si vous voulez, là, du Québec, qu'on voulait un peu présenter qu'est-ce qui se passait dans ces 2 grands districts-là. C'est pour ça qu'on a décidé de diviser ce territoire-là de cette manière-là. Donc, si on regarde les coupes, les feux, donc les coupes en jaune, les feux en rouge, donc on a la superficie affectée, donc l'ensemble du paysage en fonction du temps. Donc, on voit ici par décennie, donc entre les années 40 et 2010, on voit, là, on va prendre seulement l'aire d'étude complète. Si on la regarde, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du temps, ce qu'on a observé entre 1940 et 2010, ben, la proportion du territoire qui a brûlé a augmenté quand même avec le temps. Puis c'est la même chose au niveau du territoire coupé. Donc, au début des années 40, il y avait une proportion qui était assez faible du territoire qui avait été aménagé, évidemment. Il était récolté parce que c'était le début des coupes dans ces secteurs-là. Puis, les années 2000-2010, ben, on voit là, les niveaux de récolte qui sont plus élevés, donc qui affectent une plus grande superficie du territoire total. Donc, ça, c'est un peu le patron, présenter un peu le patron là, en fonction du temps, du coupé, du brûlé. Puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est en fonction des latitudes. Également, là, quand on regarde l'aire d'étude globale, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a la superficie affectée depuis 1940. Donc, superficie affectée depuis 1940, c'est l'ensemble du paysage, donc 100% du paysage. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que au niveau des latitudes méridionales, donc autour du 49e degré, donc les tranches de latitude que je vous présentais tantôt, bien, ces tranches de latitude-là, là, quand on les regarde actuellement, bien, il y a plus de 50% de ce territoire-là, ici, là, pour ce qu'on regarde ici, qui aurait été coupé. OK? Donc, dans cette tranche de latitude-là, depuis 1940, 50% du territoire a été coupé. Puis, c'est 20% du territoire qui a été brûlé. Fait qu'on est capable d'avoir quelles superficies sont affectées en fonction du temps avec la diapo précédente, puis aussi en fonction des latitudes. Puisqu'on voit au niveau, si on prend le secteur ici, ce qu'on voit, quand on est dans la portion nord, où il y a plus de feu dans la portion nord, de par différentes conditions environnementales qui amènent plus de feu, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de feu dans l'aire d'étude, dans les positions au nord du 51e degré de latitude, tandis que les coupes, bien, il y en a très peu, parce que, hein, on parlait du tapis déroulant tout à l'heure, bien là, le tapis déroulant est rendu autour du 51e degré de latitude, donc en 2010. Fait que là, évidemment, en 2023, il a quand même évolué beaucoup. Puis, il y a probablement, là, cette zone, c'est probablement, là, il doit être pas mal plus élevé maintenant. Donc, c'est un petit peu présenté c'est très descriptif, mais ça présente l'influence des coupes, des feux en fonction du temps, en fonction de la position. Ça, c'est un tableau que je veux que vous appreniez par cœur. Non. C'est un tableau qui vient faire une synthèse pour pour les latitudes, donc les positions de latitudinales. Puis, qu'est-ce qui se passe si on a juste les coupes, si on a les feux, puis si on les combine ensemble? On parle souvent de le cycle de feu ou la rotation, donc la proportion du territoire brûlé annuellement. Donc, ça peut être, si on a 1% en moyenne qui brûle annuellement du territoire, bien, on va avoir un cycle de feu de 100 ans, c'est-à-dire que ça va prendre 100 ans avant que la superficie à l'étude
soit brûlé dans son ensemble. Donc, l'équivalent des superficies, donc on parle de cycle de feu ou de rotation. Puis ça, on peut le faire aussi avec les coupes. Donc, on va calculer avec le taux, les quantités, le taux de coupe, le taux de feu. On est capable de le faire pour toutes les tranches de latitude. Fait que ça, c'est intéressant. On voit que dans les portions sud, ben, plus le chiffre est élevé, OK, plus ça veut dire que l'influence est faible. Donc, si on a un cycle de feu de 1000 ans, ça veut dire que ça prend 1000 ans pour brûler l'équivalent de la superficie ici. Tandis que si on a un cycle de feu de 100 ans, c'est 10 fois plus court. Donc, ça prend 100 ans pour brûler ce territoire-là. Fait qu'il faut le voir un peu à l'inverse. Puis, on peut voir là, que dans les secteurs là, du sud, ben, le taux de coupe, la rotation, le cycle de coupe est beaucoup plus élevé que ce qu'on retrouve ici, OK? Ou ici, donc il est de 2763 ans, parce que là, dans les positions nord, ben, on n'a pas beaucoup de coupe. Puis là, on peut aussi mesurer le cycle de feu. Donc, à cette position-là, on a un cycle de feu de 143 ans, tandis que ici, dans le sud, on a 313 ans, ce qui est plus que le double. Donc, ça prend 2 fois plus de temps brûler une superficie équivalente dans le sud. Donc, ça, c'est vraiment ici là, un cycle de feu plus court, donc une influence plus élevée des feux. Donc, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de dire, regarde, au niveau des coupes, en moyenne, dans tout ce territoire-là, ça prend 402 ans, l'équivalent de 402 ans pour passer à travers l'ensemble du territoire, en fonction du taux de coupe qu'on a observé, entre 40 et 2010. Puis quand on regarde les feux, c'est 300 ans. Donc, si on n'avait pas eu ces coupes-là, ben, on aurait probablement juste eu des feux, donc qui se seraient propagés dans ce territoire-là. Donc, on aurait eu un cycle de feu de 300 ans à l'intérieur de ce territoire-là. Un taux de perturbation de 0,33 par année qu'on vient prélever par le feu. Mais quand on additionne les coupes et le feu pour l'ensemble de notre territoire, là, on a un cycle de feu. On a un cycle de perturbation de 170 ans. Donc, on vient considérablement augmenter le taux de perturbation de ce système-là, puis on est capable de comparer un peu l'influence relative des feux par rapport aux coupes. Donc, sur l'ensemble du territoire qu'on a observé, ben c'est les feux qui créent le plus de perturbations, mais ils viennent s'ajouter à nos perturbations naturelles, qui sont les feux. Puis, ça vient, on va le voir tout à l'heure, ça amène quand même un pourcentage beaucoup plus élevé de perturbations sur ce système-là. Donc, on va voir aussi, là, on a vu un peu la répartition de ces perturbations-là dans l'espace, dans le temps. On va le voir aussi, qu'est-ce que ça a créé au niveau de la mosaïque forestière? Donc, au niveau de l'âge des forêts, au niveau principalement. Donc, on a regardé ça justement avec la télédétection. Fait que, quand on regarde la forêt boréale, ben, on voit bien les vieilles forêts, les forêts jeunes, les anciens feux, les anciennes coupes. Fait que j'ai dit, c'est facile. J'ai dit, je vais faire ça moi-même. J'ai dit, je vais prendre des images des années 70 jusqu'à maintenant, Landsat, puis je vais faire ça moi-même, puis je vais me lancer avec ce grand territoire-là. Ça a l'air vraiment évident. Fait que là, je suis arrivé, puis j'ai commencé à essayer de faire des classes. C'est vraiment quand même assez difficile de bien classifier des images Landsat sur d'aussi grands territoires. Fait que pour ça, j'ai fait intervenir Richard, qui me donne un coup de main, Richard Fournier, qui est spécialiste en télédétection. Puis, on a mis ça de l'avant. Donc, on a mis une classification qui était robuste. Donc, peut-être que vous allez trouver que mes classes ne sont pas très précises, mais c'était en fonction on a des données de validation. En fonction des données de validation qu'on avait, c'était la classification la plus robuste. Donc, ce que vous allez voir, c'est un peu comment évoluer en fonction du temps les forêts fermées, c'est-à-dire les forêts de plus de 40 ans, les forêts jeunes en bas de 40 ans, puis les superficies terrestres non forestières. Donc, ça peut être des landes, on a des landes forestières, on a des superficies occupées par des rochers, des capes de roches, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va voir là, comment ça évolue dans le temps, suite aux perturbations qu'on a vues. Donc, puis juste avant, je vous ai parlé on voulait utiliser justement les images Landsat des années 70, les premières acquisitions d'images Landsat. Cependant, là, on a eu beaucoup de problèmes là, dans la première partie des images MSS à classifier puis d'avoir des images correctes. Fait qu'on n'a pas pu utiliser ces images-là. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est l'évolution à partir des années 90. On a des images qui sont descendantes jusqu'à 2010 pour présenter l'évolution des forêts. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est relativement simple, mais c'est en contraste avec ce qu'on voyait comme régime de perturbation. Bien là, on voit pour l'aire d'étude dans son ensemble qu'on est passé
en termes de forêts fermées. Ce qui vous intéresse, c'est un peu de voir les vieilles forêts ou comment ils ont évolué suite aux coupes qu'on a mis dans le paysage. Mais ce qu'on voit, là, c'est qu'entre 90 puis 2010, là, on est passé d'environ 60 de forêts fermées à autour de 47 de forêts fermées. Donc 13 du 60 ça fait quand même une bonne proportion, qui sont passés d'un état de forêt fermée vers des états de jeunes forêts pour la plupart, ou de landes forestières, c'est-à-dire des endroits qui ont été brûlés par des feux successifs. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas de graines dans les arbres, donc j'ai peut-être oublié de le mentionner, on va en parler tantôt, mais la dynamique un peu de l'épinette noire, c'est une essence qui se régénère bien après feu normalement, quand il y a des graines viables dans sa banque aérienne. Donc, l'épinette noire, lui, va brûler, puis sa banque de graines va libérer des graines, s'il y a des graines viables, puis il va bien se régénérer habituellement après feu. Donc, c'est un peu ça qu'on avait observé. Donc, vraiment, quand même, une baisse importante des forêts fermées entre 90 et 2010. Quand on regarde cette étude-là, l'effet saillant, qu'est-ce que c'est? C'est les coupes ont été une perturbation majeure depuis 1940. Ça, je pense que plusieurs personnes s'entendent sur ça. Section méridionale a été très affectée. Le front de coupe du sud vers le nord, on l'a bien décrit. Hein? C'est un grand patron spatial qu'on a vraiment documenté à grande échelle, à l'échelle subcontinentale. Fait que c'est important de décrire ces patrons-là. Ça avait souvent été discuté, mais pas vraiment présenté. Puis avec l'ajout des coupes au feu, donc le taux de perturbation a augmenté de 74 Donc, c'est quand même, on peut dire que les coupes là, au niveau de la forêt boréale, dans la zone du Québec, bien, ça a augmenté d'environ 75 les perturbations. Donc, on est passé d'un taux de perturbation de 0,34 par an à 0,59 pour former là, 75 d'augmentation. Fait que ça présentait un petit peu cette étude-là. Fait que je pense que les questions, on va poser ça à la fin. S'il y a des questions, on va passer à une autre étude. Ça, c'est un autre type d'étude que j'ai beaucoup fait. C'est vraiment sur la reconstitution des paysages forestiers naturels à partir d'archives. Donc, ça, c'est issu au départ, c'est des travaux de mon doctorat, mais que j'ai poursuivi lorsque j'ai réussi à trouver là, un paquet d'informations intéressantes sur les forêts de ce secteur-là. Donc, on est entre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec. Donc, on est au nord de la ville de Québec. Puis, ce qu'on voit ici, là, peut-être vous ne voyez pas très bien en salle, là, mais on voit un peu là, la ligne du temps de ce qui s'est passé, donc la colonisation du territoire des années 1850, l'aménagement forestier dans ce territoire-là, tout ça, ça nous donne une bonne idée là, de ce qui s'est fait dans le temps. Puis, nous, on a eu la chance d'attraper, si on veut, ou de mettre la main sur un fonds d'archives d'une compagnie forestière qui s'appelait la Price Brothers. Donc, la Price Brothers, Sir William Price, est venu au Québec autour des années 1820-1850, associé au blocus de Napoléon. Donc, vous en avez déjà entendu parler. Le Napoléon a bloqué les approvisionnements de la Grande-Bretagne vers la mer Baltique, vers la Scandinavie. Donc, la Grande-Bretagne ne pouvait plus s'approvisionner dans la mer Baltique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés vers leur colonie canadienne. C'est ça qui a vraiment démarré l'aménagement, en tout cas, la récolte des bois au niveau du Canada à grande échelle. Donc, c'est un petit peu cette compagnie-là qui s'est installée. Puis, cette compagnie-là, là, maintenant, là, est encore présente, ce qu'on appelle produits forestiers résolus. Ça fait plus de 200 ans là, qu'ils sont là. Puis, cette compagnie-là avait un fonds d'archives très bien conservé. Donc, c'est un fonds d'archives, c'est grand comme un gymnase d'école primaire là, pour les enfants. Il y a 12 000 cartes et plans là-dedans. Les inventaires sont encore conservés. Autour des années 1920, on a les cartes. Puis, chacune des virées d'inventaire, on a la position des placettes en 1925. Donc, puis on a le diamètre des arbres, puis on a l'espèce. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on a utilisé ça pour ce territoire-là. On a eu 1 600 000 arbres qui sont positionnés, puis qui sont répartis dans ce territoire-là en 1925, puis qu'on est capable de comparer avec les inventaires contemporains. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On était capable de faire justement un portrait de la forêt naturelle, puis d'en suivre l'évolution. Donc, c'est vraiment entre 1925 et 2005 qu'on a regardé le changement de composition, puis quelle était
les agents qui avaient mis ça en place, parce qu'on avait également une super bonne historique des perturbations depuis 1870 sur ce territoire-là. Donc, toutes les coupes, les feux, les épidémies d'insectes. Donc, j'ai fait une reconstitution complète dans ce territoire-là. Donc, c'est un peu le format des cartes dont je vous parle. Dans chacune de ces cartes-là, il y avait des virées avec des inventaires forestiers, puis on avait des placettes qu'on était capable d'avoir le diamètre, puis l'espèce de l'arbre. Donc, 1 600 000 arbres là, qui étaient disponibles pour la reconstitution en 1925. Fait que ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a fait des grandes cellules là, parce que le niveau d'inventaire de 1925 était au moins 10 fois plus important que le niveau d'inventaire des 30 dernières années au Québec. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'inventaires. C'était très, très serré, l'inventaire qui était fait là, au début du 20e siècle par les compagnies forestières. Fait qu'on a été obligé de faire des cellules de 5 par 5. Puis on a comptabilisé la surface terrière occupée par chacune des espèces, OK, ou du genre, puis qu'on a mesuré dans tous ces compartiments de 5 par 5, puis qu'on a regardé par rapport à 2005, puis on a suivi le changement. On était capable de le mesurer spatialement aux différents endroits. Donc, on était capable de voir l'augmentation importante du peuplier, de l'érable rouge dans les autres espèces, une baisse relativement importante là, du sapin, de l'épinette, on l'a ici, quand on le regarde un peu plus. Donc, on avait la proportion de la surface terrière en 1925, en 2005, puis les différences qu'on observe entre les deux périodes. Ça nous a vraiment permis de voir les différences. Puis par la suite, on les a expliquées avec, là, ça c'est un autre c'est juste pour vous présenter qu'on a fait en ayant les placettes des années 25, on était capable de faire des groupements d'espèces qui étaient pareils entre les périodes 1925. Donc, des groupes d'espèces. Donc, on était capable, par exemple, pour le sapin-épinette, donc le groupe sapin-épinette, on était en mesure de voir qu'est-ce que c'était le groupe sapin-épinette, donc dans nos inventaires. Puis, on a fait une analyse, là, K-means, une analyse de groupement. Puis, on était capable de voir comment ça évoluait dans le temps. Donc, on est capable de voir ici en 1925, dans le coin supérieur gauche, puis à droite, c'est 2005. Donc, ce qu'on a vu, c'est l'évolution du territoire entre 1925 et 2005. Donc, on a vu que, par exemple, dans ce territoire-ci, on est passé en 1925, on était dans du épinette sapin, puis on est passé vers du C4, donc du bouleau sapin. Donc, on est capable de voir puis on a un paquet d'analyses qu'on a fait de transition pour voir un peu comment les communautés ont changé dans le temps. Fait que ça, c'était bien intéressant. Puis, on a mis en relation tout l'historique avec l'écologie numérique. On a mis en relation toutes les coupes, les feux, les épidémies d'insectes qui ont eu lieu dans ce territoire-là. Puis on était capable de départager l'influence relative des coupes et des feux dans ces territoires-là. Puis ce que ça a montré, c'est que le feu, les perturbations naturelles ont eu vraiment une importance beaucoup plus majeure par rapport aux coupes pour expliquer les changements de composition forestière entre 1925 et 2005. Autre chose, ça c'est un projet qu'on a lancé là, après en janvier 2023. C'est un projet sur la modélisation des trajectoires successionnelles après perturbation. Donc, on fait des perturbations, mais on ne sait pas vraiment comment ces forêts-là évoluent. Okay? Parce que souvent, on n'a pas de perspective temporelle. Parce qu'on va faire une coupe. Vous en avez ici un petit peu de perspective temporelle parce que vous avez des inventaires, mais normalement, ailleurs, on n'a pas vraiment ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de travailler avec les archives, début du 20e siècle, pour calibrer un modèle qui est vraiment utilisé présentement par un de mes collègues, là, Yann Boulanger, l'NDIS-2. L'NDIS-2, tout le monde aime ça parce que là, on rentre certains scénarios de changement climatique. On a notre composition forestière actuelle. Puis là, l'NDIS nous donne la composition en 2100, 2150. Tout le monde est content parce qu'ils peuvent savoir un peu ça va être quoi la composition future des forêts en fonction des scénarios de changement climatique et des perturbations. Mais le problème, c'est que l'NDIS n'est pas très bien calibré. Donc, on l'utilise beaucoup, mais il n'est pas très calibré. Donc, ce qu'on fait là-dedans, c'est vraiment, on utilise les données des années 20, début du 20e siècle, pour prédire la forêt actuelle, donc qu'on connaît. Puis, si l'NDIS est capable de prédire ces forêts-là, donc qui est bien calibré, on va l'utiliser pour projeter. C'est important. Des modèles, vous en faites des modèles, mais des modèles, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis, quand on n'a pas de bonnes données pour les alimenter, les modèles, ça vaut ce que ça vaut.
quand on n'a rien pour les alimenter. Fait que ça vient vraiment bien calibrer un modèle beaucoup utilisé. Là, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Indice, c'est très utilisé. Fait on a lancé un gros projet dans toute l'Est du Canada, donc de l'Ontario jusqu'à Nouvelle-Écosse, donc les 4 provinces de l'Est. Puis on travaille avec les principales compagnies. Là, on a 12 ou 15 projets là, de maîtrise doctorat qui vont travailler sur ce projet-là dans différentes régions. On va essayer de sortir toutes les archives dans ces différentes provinces-là avant qu'on les perde. Puis on en a déjà pas mal de récoltés, puis on va faire un gros travail là, de suivre l'évolution, les trajectoires successionnelles futures dans ce projet-là. L'autre gros projet que j'ai fait dans les dernières années, on est en train d'analyser, c'est de modéliser la régénération forestière après feu de l'épinette noire. Donc, l'épinette noire, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est le plus important, c'est l'essence la plus importante à forêt boréale au Québec, dans l'Est de l'Amérique du Nord. Puis cette essence-là, s'il n'y a pas de feu, elle va marcoter, OK? Elle va enfouir ses branches basses, puis elle va se régénérer, elle va produire des clones, puis elle va se maintenir dans des environnements sans feu ou sans perturbation pendant 5000 ans s'il faut, mais elle n'a pas de problème, elle fait des clones. Donc, elle va se régénérer, elle va produire des marcottes, mais souvent, après feu, ben, elle est capable de se régénérer à des banques de graines aériennes, des cônes semi-sérotineux. Puis lorsque le feu passe, puis si le feu n'est pas trop sévère, ben, s'il y a des graines viables dans la banque de graines, ben, ils vont régénérer le parterre qui a été brûlé, puis la matière organique a été dégagée pour avoir un bon substrat d'établissement. Donc, nous, on s'est intéressé à ça. Pourquoi? Parce que l'épinette noire, c'est la pierre d'assise de l'industrie forestière du nord-est américain, puis même du nord de l'Amérique. Puis là, ben, notre ami Yann Boulanger nous prédit des taux de feu qui vont doubler, qui vont tripler. Donc, si on avait un cycle de feu de 250 ans, bien là, quand on regarde ce qu'on a ici, vous voyez, ça, c'est le scénario RCP 8.5, donc le scénario peut-être un peu extrême, là, mais c'est le scénario souvent plausible là, qui va avoir au niveau là, de l'augmentation continue des émissions. Puis ça, c'est ce qui va se produire en 2071-2100 au niveau des pourcentages brûlés par année du territoire. Puis ça, c'est notre période de référence, c'est le contemporain. Fait que si on prend la région du Québec, bien, on est le pourcentage par année, on est autour de 0,5 à 1 par année. Donc, de 100-200, un cycle de feu de 100-200 ans actuellement. Puis si on se dirige en 2071-2100, bien là, on est rendu dans le rouge. OK, on va avoir des taux de feu de 4 par année. C'est quand même très élevé. Je veux dire, des cycles de feu de 25 ans. Ça, habituellement, ça ne met pas en place de la forêt, ça met en place des chaparrales ou des forêts, des forêts arbutives, mais tout ça pour dire que ce qu'on anticipe, c'est une forte augmentation de l'activité des feux. Fait que ça, c'est inquiétant. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Puis, il y a la fréquence qui augmente, mais la sévérité des feux va augmenter aussi. Donc, la sévérité des feux, c'est l'impact, on va le voir tout à l'heure avec d'autres études, l'impact que va avoir le feu sur l'écosystème. Donc, ça va être très important. Puis, au niveau de la régénération de l'épinette noire, c'est très important parce que si les feux sont trop sévères, bien, ça va venir brûler la banque de graines. Donc, c'est des cônes semi-sérotineux, c'est pas des cônes sérotineux comme le pin gris. Le pin gris très sérotineux, il y a beaucoup de cire. Un feu très intense, sévère, il n'y a pas de problème. Mais l'épinette noire, si les feux sont trop sévères, bien, de plus en plus d'études qui disent qu'il ne se régénérera pas bien suite au passage du feu. Fait qu'au Québec, on peut voir que les scénarios d'augmentation là, sont jusqu'à plus de 3 fois au niveau de la sévérité. Fait que là, on a regardé ça, puis on s'est dit, hey, c'est inquiétant parce que là, l'épinette noire, c'est notre essence principale, puis ça pourrait amener des grosses problématiques. Fait qu'on a décidé de faire un projet sur ça. Donc, pour l'ensemble, comme je vous l'ai dit, là, les grandes formations d'épinette noire sont au Québec, un petit peu en Ontario. Puis on a décidé de faire un projet qui couvrait ce secteur-là, voir comment se régénéraient les forêts après feu. Par contre, on a demandé au gouvernement, est-ce que vous avez des données de régénération après feu? Ils ont dit non, on n'en a pas. Fait que malheureusement, on a dû mettre en place des gros inventaires, là, plusieurs dizaines de personnes, une dizaine de personnes à chaque été qui partaient, qui allaient faire des inventaires de régénération après feu dans des feux qui avaient 5 à 10 ans, où on avait eu le temps, que la régénération avait eu le temps de s'installer, puis on allait voir finalement si ça s'était régénéré ou pas. Donc, on a mis en place cette étude-là, puis on a mis en place un modèle de régénération après feu. Donc, on était chercher des variables environnementales qui expliquent la présence de l'épinette noire, donc sa régénération.
Puis, c'est des modèles qui sont habituellement, qui ont déjà été faits là, dans d'autres études, puis où on regarde l'âge de l'arbre avant feu. Donc, le peuplement avant feu, est-ce que c'est un vieux peuplement qui avait des graines viables ou c'est un jeune peuplement de 30 ans qui n'avait pas de graines viables? Donc, ça, c'est important parce que s'il n'y a pas de graines viables, c'est sûr qu'il y a un feu qui passe, bien, tu n'as aucune régénération, puis tu as une langue qui va se former. Parce que là, il y a juste de l'épinette noire, puis il n'y a pas d'autres espèces qui peuvent prendre la relève. Donc, c'est vraiment des peuplements habituellement monospécifiques. Fait que c'est des variables assez utilisées pour des modèles pour prédire la régénération. Mais moi, ce que j'ai intégré, c'est la sévérité des feux. Donc, dans ce modèle-là, qui était plus novateur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mesurer des conditions du peuplement qui avait brûlé. Donc, le peuplement qui est ici, c'est quoi les arbres qu'on y retrouve, la composition, la structure, c'est des arbres. Ils ont quel âge? On a pris des galettes, on a tout mesuré l'âge. Est-ce qu'ils étaient affectés par la tordeuse et bourgeons de l'épinette avant le passage du feu? Parce que la tordeuse et bourgeons de l'épinette, elle va venir manger les fleurs, OK, pour la production des cônes. Fait que s'il y a une épidémie de tordeuse avant le passage du feu, bien, on a des fortes chances que la banque de graines soit abîmée, puis qu'on observe un manque de régénération. Donc, c'est ce qu'on a regardé. On a pris toutes les rondelles de 5 arbres par peuplement. On a regardé s'il était affecté par une épidémie d'insectes. On a regardé les sols. On a regardé la densité de régénération, les espèces en place, l'épaisseur de matière organique. C'est important parce que s'il y a trop de matière organique, c'est difficile de se régénérer pour l'épinette noire après un feu. Puis, ce qu'on a surtout utilisé, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait remonter jusque dans les années 80 pour estimer la sévérité des feux puis mettre ça en relation sur la régénération de l'espèce. Fait qu'avec l'ANSAT, on est capable de mesurer la sévérité des feux jusque dans les années 1985. Je l'expliquerai un petit peu tout à l'heure avec une étude plus détaillée, mais on pouvait mettre ça en relation pour expliquer, bien, si le feu est très sévère, parce que ça se peut que je n'aie pas de régénération, fait qu'on a mis ça en relation. On est en train de mettre ça en relation. Donc, on a fait au total 630 placettes de 400 mètres carrés. J'avais une équipe là, qui partait à chaque été pendant 3 ans pour développer un modèle spatial pour prédire la densité de régénération. Donc, il y a un feu qui se passe, l'aménagiste ou le responsable du territoire pèse sur mon modèle, puis il est en mesure de savoir si ce feu-là va bien se régénérer ou pas. Pour l'instant, le modèle est en développement. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est le but du travail, c'est vraiment d'être en mesure de prédire la densité de régénération. Pourquoi? Parce que quand ces feux-là affectent le territoire et sont mal régénérés, bien, si le feu a 200 000 hectares, là, nous, on fait une plantation de 200 000 hectares, c'est pas régénéré. Donc, ça a des coûts. Fait que souvent, ils attendent même pas, le gouvernement du Québec n'attend même pas de savoir si c'est bien régénéré après feu. Ils se disent, on reboise, on n'attend pas, puis on prépare le terrain, on fait des préparations de terrain là, avec des scarificateurs, en tout cas, vous avez peut-être déjà vu là, un peu, c'est derrière des busqueuses, donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle une remise en production. Donc, nous autres, notre modèle, ce qu'on veut leur dire, écoutez, dans les endroits qu'on est certain que ça va bien se régénérer, là, allez pas planter, puis allez pas tous vos sous dans ces secteurs-là, parce que là, vous allez en avoir besoin. Avec les changements climatiques, là, la quantité de forêts mal régénérées va augmenter dans le temps. Donc, c'est ce qu'on voulait proposer là, aux aménagistes du secteur. Là, on n'a pas encore beaucoup de résultats. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait rapidement? Puis avec une étude qu'on a faite entre aussi l'Alaska puis Terre-Neuve, bien, on a regardé un indice de résilience. C'est bien simple. Donc, on a regardé un indice de résilience, c'est-à-dire, est-ce qu'il se régénère, ce peuplement-là, après feu ou pas? Est-ce que c'est une belle qualité de régénération ou une mauvaise? Donc, les indices en vert, ça veut dire que ça s'est bien régénéré. Donc, ça veut dire, quand on a dit supérieur à 1, c'est qu'on a une densité de semis qui est supérieure à la densité d'arbres qu'il y avait avant feu. Donc, le peuplement qui a brûlé, s'il y avait une densité de 1000 tiges à l'hectare, bien, dans la régénération, dans nos placettes de régénération, on retrouve au moins 1000 semis à l'hectare. Donc, ça, c'est ce qui est dans le vert. Si on trouve entre 50 puis 100 de ce qu'il y avait dans le peuplement, donc s'il y avait 100 tiges dans le peuplement qui a brûlé, puis à l'hectare, puis là, on en retrouve seulement 50, bien là, on est dans la classe 0, 0,51, la classe jaune. Puis si on a moins de 50 de la densité qu'on observait dans le peuplement avant feu, bien là, on est dans le rouge ici. Donc, on peut voir qu'il y a une proportion importante des placettes qui affichaient une mauvaise régénération dans les 638 placettes. Puis dans chacune des 638 placettes, on avait 10 micro-placettes de régénération, donc 6300 placettes. Puis
Puis ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est différents feux, donc des temps depuis feu, donc des feux qui avaient lieu 5 ans avant l'inventaire, d'autres 15 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, vous voyez un peu comment se sont régénérés, puis si la forêt est résiliente, parce qu'il n'y a pas d'autres semis qui vont s'installer dans ce système-là. Un coup que le feu est passé, les arbres s'installent entre 0 et 4 ans après feu, puis ensuite, il n'y a pas d'autres arbres qui vont s'installer. Fait qu'un petit peu ça. Puis on a refait cette étude-là là, avec des collègues là, dans l'Alaska, entre l'Alaska et Terre-Neuve. Donc, on a fait un peu ça pour des grandes régions écologiques, là, des forêts boréales à l'intérieur d'Alaska jusqu'au bouclier canadien de l'Est, c'est-à-dire dans les régions du Québec. Puis on a mesuré un peu le même indice, mais ça pour le grand territoire qui couvre l'Alaska jusqu'au Québec. Sévérité des feux, on fait aussi des choses sur la sévérité des feux parce que c'est important pour justement mesurer son impact sur les écosystèmes. C'est également intéressant, on doit connaître la sévérité des feux parce qu'on doit, quand on fait de la récupération des bois brûlés, quand il y a un feu, on ramasse le bois. Donc, les industries vont ramasser le bois, mais ils doivent laisser des forêts résiduelles non coupées, même si c'est brûlé, ils doivent les laisser là. Ils doivent les laisser dans la même proportion de sévérité que l'ensemble du territoire brûlé. Donc, si on avait beaucoup de secteurs qui avaient été brûlés de manière sévère, bien, le résiduel qu'on laisse pour la biodiversité, tout ça, bien, il doit être dans les mêmes proportions. Donc, c'est ce qu'il faut faire avant les activités de récupération qui doivent se faire très rapidement parce qu'il y a des insectes qui vont attaquer le bois, tout ça. Il faut avoir du patron de brûlage, du patron de sévérité des feux avant de lancer les opérations de récupération. Donc ça doit se faire très rapidement. Puis on a développé des méthodes avec Richard Fournier également pour mesurer rapidement les patrons de sévérité des feux qui sont survenus. Donc, après quelques jours, on est en mesure de mesurer ça. Puis, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent, là, mais souvent, quand on mesure la sévérité d'un feu, c'est le CBI, le Composite Burn Index. Donc, c'est beaucoup utilisé dans l'Ouest américain. C'est une valeur qui varie entre 0 et 3. 0, c'est pas brûlé. 3, c'est brûlé très sévèrement. Puis, c'est un indicateur là, de la sévérité dans les différents étages de la végétation. Puis, on est capable d'avoir une valeur globale aussi pour le peuplement. Donc, 3, c'est brûlé de manière très sévère. Puis, 0, bien, il n'y a pas eu de feu, donc c'est vert. Donc, ça, on a développé des relations. Donc, ce qu'on fait là, rapidement, c'est qu'on utilise des mesures, ce qu'on appelle le DNBR. Donc, dans l'infrarouge, on va mesurer le feu, la superficie brûlée juste avant le feu, puis tout de suite après feu, puis on fait la différence des deux images. Où il y a eu des changements importants, on considère que le feu a été très sévère, puis les endroits qui ont eu peu de changements, bien, c'est moins sévère. Donc, on est capable de mettre ça en relation, puis le DNBR, bien, souvent, ça ne veut rien dire lorsqu'on n'est pas en mesure de le mettre avec des données de CBI qu'on est allé ramasser sur le terrain. Donc, nous, là, on a déployé beaucoup de personnes pour aller mesurer le CBI en 0 et 3 sur des sites, puis on l'a mis en relation avec le DNBR. Donc, on est en mesure de mesurer le CBI. Le CBI, c'est vraiment la variable pour mesurer la sévérité d'un feu. Donc, le CBI, on l'a donc modélisé, puis on est capable de produire ces cartes-là. Donc, on voit entre 0 et 3. Donc, on voit le patron de brûlage, puis on est capable de dire aux aménagistes, voici le patron de brûlage du feu, puis voici comment vous devez maintenir la forêt résiduelle pour la biodiversité. Donc, ça, c'est des choses qu'on a fait. On l'a fait aussi, ça, c'était pour 2 petits feux. Puis là, récemment, là, on a un article qu'on va soumettre là, où on a pris toutes les placettes CBI qu'on avait réalisées au Québec avec différents collègues. Puis, on est allé mettre en place des équations pour être capable de rapidement mesurer le patron de brûlage de feu. Donc, on voulait voir si il y avait si les patrons étaient un peu les mêmes. Donc, ce qu'on a observé, là, c'est qu'on a utilisé, va vous épargner là, différents types de satellites, puis on a vu que les relations étaient à peu près pareilles. Donc, puis le Landsat se performait très bien, puis on avait des R carrés de 83. Puis, on était en mesure d'utiliser le DNBR pour prédire notre CBI. Puis ça, bien, ces équations-là, on les donne aux aménagistes qui, eux, prennent des images Landsat, produisent le DNBR, entrent ça dans notre équation, puis ont tout de suite leur carte de sévérité. Ça va très vite. Parce qu'avant, ils utilisaient des photographies haute résolution. Ça coûtait peut-être 100 000 par feu. Ils délignaient ça à la mitaine. Ils faisaient ça eux-mêmes. Ça prenait du temps. Puis les aménagistes avaient déjà tout récolté le bois, puis la cartographie n'était pas prête.
Donc là, j'avais expliqué ça un peu aux gens du ministère. J'ai dit, bien là, ça va pas vite votre affaire, ça coûte 100 000 Tandis que ça coûte rien. C'est des données qui sont gratuites, Sentinelle, Landsat. Puis ça va vite, ça prend quelques jours, puis on a cette information-là. Puis ça, on a fait une étude aussi dans l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique, puis on l'a reproduit, puis on a encore un super bon R carré de 74. On a pris toutes les données CBI, ces données qui sont difficiles à récolter, que les gens n'ont pas les moyens de récolter ça sur le terrain, puis on s'est tout assemblé, là, toutes ces personnes-là qui avaient travaillé sur les CBI, puis on a mis ça ensemble. Puis moi et mon collègue, là, Jonathan Boucher, on était les premiers à faire ça dans l'Est de l'Amérique du Nord. Développement de modèles de croissance à partir du lidar aéroporté. Assez simple comme étude. On a du lidar aéroporté partout au Québec, puis on a le temps, on a un bon historique des perturbations naturelles. Donc, on sait l'année du temps, le temps depuis coupe. On a vraiment un portrait là, des zones coupées dans le temps depuis 1940. Fait qu'on est capable de dériver parce qu'on va générer avec notre lidar aéroporté des dizaines de milliers de placettes virtuelles où on a la hauteur des arbres, puis on a des conditions environnementales. On a l'âge écoulé depuis la coupe, on a le drainage, on a le TWI, on a un paquet de variables. Puis ensuite, on est capable de prédire la hauteur en fonction de ces différentes variables-là. Puis on a vraiment on a autour de 75 là, de capacité de prédiction. Puis c'est tout validé avec des données de placettes permanentes temporaires qu'on a sur le territoire. Donc, on a des centaines de milliers de placettes permanentes temporaires sur le territoire du Québec. Ça a tout été validé. Puis on développe un paquet de choses, puis ça fonctionne très bien. Puis on a également regardé un peu aussi l'intégration des changements climatiques, donc les différents scénarios de changement climatique. Puis on a vu qu'avec les changements climatiques, on allait avoir une augmentation de croissance qui allait peut-être compenser un petit peu pour la croissance qu'on va perdre du fait qu'il va y avoir beaucoup plus de feu. Ça va amener des problèmes. Mais en tout cas, cette étude-là est vraiment intéressante parce qu'on est capable de vraiment bien modéliser la croissance après coupe des forêts à partir du lidar aéroporté qui nous permet de générer des milliers de placettes virtuelles. Puis on a la hauteur de l'arbre, donc on est capable de sortir un paquet de choses intéressantes. Gestion, ça se termine avec l'intégration des connaissances scientifiques. Ici, j'en ai plusieurs, mais ce qu'on fait, c'est de plus en plus, puis ça va peut-être vous intéresser. Au niveau de l'intégration du risque, là, ce qui se fait habituellement au Québec, c'est qu'on fait de la coupe, on fait de la plantation, on va faire des traitements sylvicoles qui coûtent cher, mais on le fait, mais on ne tient pas compte des risques associés aux perturbations naturelles. Donc, il y a des investissements qui sont faits. Il faut comprendre que autour d'un hectare de forêt qui a été préparé, le terrain a été préparé, qu'il y a eu une plantation, qu'il y a eu un dégagement, on peut parler d'un 5 000 à l'hectare qui va être mis sur une surface. Sauf que cette surface-là, il faut qu'elle atteigne un certain âge, évidemment, pour récolter du bois mature pour que ça vaille la peine. Sauf que dans le territoire qui nous concerne, on a des secteurs avec des cycles de feu de 90 ans, d'autres avec des cycles de feu de 500 ans. Comprenez que si tu vas installer une plantation dans mon secteur avec un cycle de feu de 90 ans, ben, tu vas dire, c'est peut-être pas une bonne façon de travailler. On va le mettre dans le secteur où il y a un cycle de feu de 500 ans parce que la probabilité qu'un feu survienne puis qu'il brûle ma plantation est beaucoup plus faible dans le secteur à 500 ans qu'à 90 ans. Fait que, juste pour vous dire qu'au Québec, c'était pas pris en compte, ça. Fait que moi, je mets beaucoup d'efforts à ce qu'ils prennent en compte l'intégration du risque de feu, mais aussi la tordeuse et bourgeons d'épinette. Parce qu'on développe avec une collègue, Annie Deslauriers, à l'Université du Québec à Chicoutimi, des modèles sur la présence de la tordeuse et bourgeons d'épinette en fonction des changements climatiques, des conditions environnementales. Donc, on a des bons modèles climatiques, on est capable de savoir ben, si les conditions deviennent intéressantes ici, en 2100, ben là, au lieu de s'arrêter dans ces zones-là un peu plus méridionales, bien, probablement que les épidémies d'insectes vont aller plus au nord dans le futur. Parce que c'est sûr qu'on a observé, notre dernière épidémie était vraiment plus au nord que la précédente. Les épidémies de tordeuses, c'était aux 30-40 ans. Puis celle-ci était vraiment plus au nord. Donc, on va intégrer, là, on a un projet de maîtrise qui va être lancé là, sur maîtrise ou postdoc. Puis on va intégrer le potentiel que survienne une épidémie d'insectes, puis un feu sur les investissements sylvicoles qui sont faits. Donc, si on a des plantations, vous voyez les plants qui sont mis dans un secteur, une jeune forêt, bien, ces secteurs-là, il faut comprendre que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. C'est des millions de dollars par année qu'on met
qu'on met sur le terrain, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a des gros risques associés aux perturbations. Puis ça, c'est pas tenu en compte. C'est comme fou là, de pas le prendre en compte dans notre stratégie à long terme. Fait qu'on travaille avec des économistes, on regarde la valeur actualisée nette en fonction du taux de feu qu'on observe. Ça, c'est de la régionalisation des taux de feu dans tout le Québec. On voit qu'il y a des secteurs, c'est 1000 ans. Donc, ça prend 1000 ans pour brûler l'équivalent de ce territoire-là. Tandis que le secteur ici, bien, ça prend 120 ans. Donc, dans le G, si vous me donnez votre argent, on ne le mettra pas dans le G, on va essayer de le mettre dans l'endroit où on a le plus de chances d'aller récolter du bois mature à terme. Un petit peu ça. Donc, rapidement, programmation de recherche pour ceux que ça intéresse. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. On a eu beaucoup de financement récemment. Et j'ai une vague d'étudiants qui s'en vient. Puis, on veut avoir les meilleurs étudiants possibles. Puis, c'est pour ça que je suis venu ici aussi. Bon, je me promène un petit peu partout. Mais dans mon laboratoire, là, on va poursuivre là, des travaux un peu sur comme vous l'avez vu, résilience, régénération de la forêt boréale suite au changement climatique, au régime de perturbation. Surveillance et modélisation de la croissance, de la productivité à partir de la télédétection. Donc, on utilise beaucoup la télédétection pour suivre les secteurs. Par exemple, des secteurs non régénérés après des feux successifs. On n'est pas vraiment capable de le voir, à moins qu'on aille sur le terrain, mais tandis qu'avec les modèles qu'on a développés, des secteurs qui se sont mal régénérés, disons par exemple un feu de 1940 avec de la forêt qui a 3 mètres de hauteur moyenne, bien ça, on sait que ça s'est très mal régénéré, puis qu'il faut intervenir, peut-être faire des remises en production du territoire. Ça nous permet de suivre l'évolution de la croissance, mais à l'échelle subcontinentale. C'est un gros territoire, puis on ne peut pas tout le temps visualiser ça rapidement par les inventaires. Fait que, le LIDAR nous permet vraiment de faire plein de belles modélisations. On travaille aussi avec les feux de forêt. Comment se sont régénérés les feux? Parce qu'on a une historique des feux de forêt depuis 1890. On est capable d'avoir tous nos feux depuis 1890. Ils sont où maintenant en termes de croissance, de hauteur? C'est quoi les volumes associés? Puis, on continue de développer des stratégies d'aménagement afin d'atténuer l'impact du changement climatique, notamment la gestion du risque associé aux perturbations dans les investissements sylvicoles, dans la forêt en général, dans la structure et composition des forêts. C'est un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Fait que, il y a plusieurs projets stimulants là, qui sont disponibles. Puis ceux que ça intéresse, écoutez, je suis disponible. Ceux qui ont des intérêts là, à travailler sur des choses comme ça, c'est différent du contexte français, en plus à l'échelle du paysage, mais on a plein de belles opportunités. On a de nouveaux laboratoires, on a vraiment des beaux partenariats aussi qui ont été mis de l'avant dans la dernière année. Puis, je suis aussi directeur d'un observatoire là, de recherche sur la forêt boréale. Là, on a un gros financement aussi pour faire un suivi à grande échelle là, de la forêt boréale, de mieux intégrer l'aménagement forestier, les Premières Nations, biodiversité. On va engager des professeurs. On a 3 professeurs qui vont être engagés là, en sylviculture, sur la télédétection, puis aussi sur le caribou, gestion du caribou forestier dans les matrices aménagées. Donc, on a plein, puis c'est des profs qui vont rentrer cet été. Fait que, puis moi, tu sais, il y a des gens qui sont peut-être intéressés de travailler avec moi, mais comme je vous dis, moi, je travaille dans le centre de recherche sur la Boréalie. Donc, notre groupe de recherche, on est 24 professeurs à l'UQAC. Fait que s'il y a des choses qui vous intéressent, puis avec d'autres partenaires, ben n'hésitez pas, puis on est disponible. Fait que merci beaucoup.